Merci à vous, docteur, d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de votre santé digestive durant le mois de Ramadan. Donc, on va essayer de vous apprendre à digérer le mois sans jeu de mots. Et ceci avec donc docteur Rim Meribout. Vous êtes spécialiste en gastro-entérologie. Vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites, car le titre était beaucoup trop long pour le mettre. Alors, vous savez que le Ramadan est une période d'excès alimentaire, pas facile à gérer toujours. Alors, on va modifier la qualité et la quantité de nos repas. C'est toujours, l'alimentation devient brutalement plus riche en matières grasses, en sucreries. Souvent, on mange et on s'allonge. C'est bien ça le problème, vous me le direz plus tard. C'est ce qui provoque probablement des ballonnements, des problèmes de digestion, des reflux gastriques. Alors, docteur Meribout, quels sont concrètement les aliments à privilégier et ceux à éviter pendant le ramadan pour contrer toutes ces perturbations pour notre tube digestif? Alors, au départ, vous connaissez bien le sujet, hein, parce que vous avez vraiment bien déterminé le problème, c'est notre alimentation qui est trop grasse et trop sucrée, hein. On jeûne pendant de longues heures et dès la rupture, c'est la matraque, hein. On mange un peu de tout, c'est sucré, c'est gras, il y a beaucoup de sauce rouge aussi, des épices, donc on essaye un peu d'embellir la table, mais au prix de nos intestins, hein, au final. Donc, c'est un peu une sale habitude pour tous les Algériens et même pour le Grand Maghreb, hein. C'est dans notre tradition de faire de belles tables pour rompre le jeûne. Mais après, on ne sait pas gérer un peu la situation, hein. On est un peu affamé, on a soif. Donc, on a cette fâcheuse tendance à rompre le jeûne avec un grand verre d'eau. D'autres le rompent avec carrément des sodas. Donc, c'est un estomac qui était déjà vide et qu'on remplit trop vite. Et de là part le souci digestif. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de discuter de ces mauvaises habitudes et d'essayer un peu de les réguler pour éviter d'être malade pendant ce mois de jeûne. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra déjà étaler un peu les différents soucis qui arrivent pendant ce mois-ci. Alors, j'avais déjà posé sur ma page professionnelle aux différents malades quelles étaient leurs plaintes la plus fréquente. Donc, on passe un peu du reflux à la constipation, on a les soucis de l'ulcère, des gastrites, etc. Donc, on va un peu étaler toutes ces questions au fur et à mesure. Donc, en gros, on garde toujours en tête que cette alimentation trop sucrée, trop grasse, on a tendance aussi à consommer beaucoup de viande et on oublie un peu les légumes et la prise d'eau. Qui va un peu encore renforcer ce souci. D'une autre part, on a un métabolisme qui va être complètement chamboulé avec ce système de jeûne. Déjà le soir, notre corps il a tendance à être un peu au ralenti parce que c'est bon, c'est le moment où il se repose un peu, alors que notre digestion devient pendant tout le mois exclusivement nocturne. Ce qui, en plus de ça, on a le souci du sommeil. Le sommeil qui est chamboulé, donc les nuits sont courtes. Beaucoup se réveillent pour manger fort avant de rejeûner encore une fois. Et tous ces facteurs font qu'il y a souvent des soucis digestifs. Donc, je ne sais pas comment vous Docteur, voulez aborder un peu la question. j'aimerais avoir votre avis tout d'abord sur, je pense que vous voyez sur certaines publicités sur des chaînes algériennes, on voit de plus en plus ces compléments alimentaires qui sont destinés à évacuer les gaz intestinaux, à soulager les ballonnements. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ben, lorsqu'on est souffrant, souvent on a recours à une prise médicamenteuse ou bien à la prise de traitements traditionnels tels qu'une tisane. Oui, si on est malade, il faut bien se soulager parce que sinon, souffrir de ballonnements, de douleurs, de troubles du transit pendant la journée ainsi que la nuit, ça devient invivable, hein. Donc oui, certainement, on a souvent recours à ce genre de médicaments ou de, comment on dit, de compléments Complément? alimentaires.
voilà, de compléments alimentaires. Mais j'espère que surtout le message va passer et qu'on pourra éviter toutes ces prises en ayant une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie pendant le mois sacré. Docteur, si vous êtes d'accord avec moi, on dit en principe, en tout cas, que le jeûne augure un repos remarquable pour le tube digestif en lui donnant du repos, donc en lui offrant la possibilité de se rétablir et de se régénérer. Donc, quels sont concrètement les effets du jeûne sur la sphère digestive? Alors, les effets, alors pour un peu rejoindre mon ami Fouad hier qui parlait que Somo Taseho, c'est un peu soucieux parce que réellement, ce mois de jeûne est dédié à nettoyer notre corps. Donc, ces heures de jeûne vont nous aider à éliminer nos toxines, donc, mais à condition de manger sainement. Voilà, d'être un peu strict. C'est là où on va manger moins gras, on va manger moins sucré, on va prendre de l'eau, on va plus manger des légumes. Et c'est pas réellement ce qui se fait dans la pratique, hein. Il faut s'avouer ça, hein. Et docteur, est-ce qu'on peut faire le jeûne en ayant des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Alors, quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, il faut savoir que ce sont des maladies qui évoluent par poussée-rémission. C'est-à-dire, pendant la poussée, ils sont malades. C'est la diarrhée, c'est les saignements, c'est les déjections. Tout dépend. Chacun, il a son propre tableau. Mais pendant la poussée, généralement, c'est des malades qui ne jeûnent pas, car déjà, ils sont souvent sous des traitements d'attaque. Qui nécessitent la prise déjà aux jeunes, souvent des corticoïdes, etc. Donc, pendant la poussée, non, le jeûne n'est pas recommandé parce qu'il n'est pas adéquat avec le traitement même. Par contre, en dehors de la poussée, ce sont des personnes tout à fait, qui redeviennent tout à fait normales et qui rentrent dans le cercle de tout le monde, c'est-à-dire manger correctement et jeûner le plus normalement possible. On va parler d'un de ces cas. Quel est l'impact du ramadan sur les maladies de Crohn? Comme je vous ai dit, un malade de Crohn qui est en rémission, c'est-à-dire qu'il est bien sur le plan clinique, qu'il est bien sur le plan biologique, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'il ne jeûne pas, hein, réellement, hein. C'est-à-dire, on va adapter les prises médicamenteuses avec entre la rupture du jeûne et la reprise du jeûne, mais sinon, hein, c'est des malades qui jeûnent le plus normalement possible, hein. Ils mènent une vie normale, hein. On va parler brièvement des malades cœliaques, la maladie de cœliaque, donc les intolérants et allergiques au gluten. Donc, comment font ces personnes, cette catégorie-là, pour tenir et pour entretenir une alimentation saine, équilibrée et pour tenir surtout pendant 30 jours de jeûne? Eh ben, écoutez, le cœliaque, malheureusement, son traitement réside dans son régime sans gluten. Donc, qu'il jeûne ou pas, il est obligé de se tenir à son régime sans gluten, hein. Heureusement qu'à présent, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à commercialiser les différents aliments déjà prêts pour ces cœliaques. Donc, ils peuvent tout à fait avoir une table ramadanesque adéquate, mais en mangeant proprement et sans gluten, hein. C'est-à-dire, si le régime est bien suivi, il y a aucun souci, hein. S'il y a des tracas, c'est qu'il y a des erreurs quelque part, forcément. Donc, réellement aussi, pour les cœliaques qui suivent bien le régime, le jeûne ne pose pas de problème, hein, car un cœliaque malade, c'est plutôt le fait de consommer du gluten qui pose problème. Donc, jeûne ou pas, il n'y a pas de différence. Et ils peuvent tenir le coup quand même, parce que c'est assez nourrissant. Bah oui, hein. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont remplacer leur farine ou leur semoule de blé qu'on consomme normalement par d'autres farines. Et maintenant, il y a vraiment une variété importante sur notre marché, hein, même en produits locaux, hein. Et comme je vous ai dit, il y a carrément des commerces dédiés à une alimentation sans gluten, hein, avec beaucoup de variétés. Donc certes, ça coûte un peu plus cher, mais quand même, ils ont le choix, hein. Ils ont le choix.
Même qalbulose, hein. D'ailleurs, j'ai une malade qui était un peu, qui tétillait un peu le jeûne à cause de ça, hein. Mais tout est disponible à présent, hein. Et qu'en est-il du syndrome de l'intestin irritable? Alors, c'est les malades qui posent le plus de problèmes pendant le ramadan. D'ailleurs, on commence à les recevoir dès les premiers jours. C'est-à-dire pendant 2, 3, 4 jours, ça se passe bien. Mais après, c'est automatiquement la poussée. Ce sont des patients souvent stressés, donc le fait de ne pas jeûner, surtout ceux qui sont addicts au café, à la cigarette, ils sont là à être énervés toute la journée, donc ce qui va encore amplifier leurs soucis. Ce sont souvent des gourmands, donc il y a ce mélange. On apprécie un peu la soirée avec toutes les pâtisseries au miel frit qu'on propose, le bourek, shorba, tout ça. Mais c'est des malades souvent qu'on récupère dès les premiers jours, hein, parce que tout de suite la digestion n'est pas bonne. C'est des malades qui mangent rapidement, donc ils ne mastiquent pas beaucoup. Les aliments déjà arrivent au mauvais état dans un estomac qui était vide et qui va se remplir trop vite. La sécrétion gastrique va faire encore que ça va diminuer leur effet de digestion. Et du coup, c'est des malades qui vont présenter de la dyspepsie, c'est-à-dire cet inconfort en poste juste après les repas. Ils vont se sentir lourds, ils vont se sentir ballonnés. Il y a la constipation ou bien la diarrhée qui va s'installer et qui dérange beaucoup. Donc, ces personnes-là, s'ils sont connus, il faudra déjà leur donner conseil dès le départ pour qu'ils commencent quand même à jeûner normalement. S'ils sont malades, il y en a certains pour qui il faut interrompre le jeûne carrément quelques jours, le temps que tout rentre dans l'ordre, hein. Voilà. Mais c'est des Et malades quelles sont qu'il les faudra recommandations dans ce cas-là? considérer, hein. Alors, les recommandations, tout dépend. Déjà, souvent, c'est des malades qui se retrouvent constipés, donc il faudra un peu leur impliquer de consommer des fibres pendant les repas. Par exemple, ils peuvent rajouter les légumineuses telles que les pois chiches, les lentilles, les haricots. Tout ça, on peut les rajouter dans nos soupes. Par exemple, le harira en contient. Fujouez, on a souvent des pois chiches. Dans nos salades aussi, parce que c'est très riche en fibres, donc ça va les aider. On va les inciter un peu à prendre de l'huile d'olive qui contient plutôt de l'oléine, donc automatiquement ça va les aider à mieux stimuler leur transit et à gagner leur confort. Il faudra aussi leur impliquer la consommation d'eau, donc il est important de s'hydrater pendant la soirée et non tout de suite après la rupture du jeûne. Et bien sûr, les inciter à consommer des crudités, des fruits secs. Des fruits secs, par exemple, comme la figue séchée, elle est très riche en fibres. Et puis, ça leur apporte aussi du magnésium qui va aussi stimuler leur transit intestinal et ils vont gagner en confort. Ces personnes-là aussi, sur le plan hygiénique, on va leur demander de ne pas s'allonger tout de suite après les repas. Il est préférable de manger et puis de marcher un peu pour faciliter un peu la digestion. Et quoi d'autre? Il y a un autre détail que j'ai oublié, excusez-moi. On a parlé donc de la marche, on a dit il faut pas qu'ils s'allongent. Et puis, ils n'hésitent pas aussi à partager le repas en deux, c'est-à-dire manger une première partie, digérer un peu, et puis continuer la deuxième partie 2 heures ou 1 heure après le repas pour gagner en confort digestif. Voilà, si on On résume va un parler, peu les troubles intestinaux. on va parler de l'ulcère. Est-ce que le ramadan aggrave l'ulcère digestif? Alors, l'ulcère, c'est le souci pendant L'ulcère le jeûne. gastrique, hein, pardon. Oui, bah, l'ulcère gastro-duodénal, oui, parce que un estomac vide va forcément sécréter de l'acidité. Et cette acidité, donc, au contact de cet ulcère qui est déjà existant, va encore le compliquer parce qu'il va encore s'approfondir. Et donc, il y a un risque important de complications. Les deux complications sont l'hémorragie digestive. Donc, c'est des malades qui peuvent saigner à bas bruit et développer des soucis, mais ils peuvent saigner abondamment et se retrouver hospitalisés, voire transfusés, etc. Et puis la deuxième complication, c'est tout de même la perforation, hein. Donc ce n'est pas du tout anodin comme complication.
Et donc, dès qu'on sent ce problème qui est souvent caractérisé par une sensation de faim douloureuse. Au fait, pendant la journée, ils ont très mal à l'estomac et ils sont soulagés par la prise de repas. C'est un peu la faim douloureuse qui caractérise l'ulcère et ces personnes-là, je les invite plutôt à consulter, à faire une endoscopie et à prendre correctement un traitement, car le jeûne est vraiment contre-indiqué dans ce cas. D'accord. On va prendre quelques questions et on reprendra juste après. Donc, n'hésitez toujours pas à poser vos questions en commentaire. On va toutes les noter et les poser au docteur et qui se fera un plaisir, je l'espère, de vous répondre. Donc, première question, ce sera celle de Fella qui vous dit « Enceinte de 35 semaines, quels sont les bons aliments à prendre durant le suhoor afin d'éviter tout malaise pendant la journée ?» Je vous mets la question. Alors, c'est une très bonne question. Donc, qu'elle soit mettre des œufs durs, du fromage, du poulet, voilà, des protéines. Et en même temps, on va mettre des céréales. Comme ça, elles pourront, femmes enceintes ou pas, tenir plus le coup. On peut aussi faire des collations pour les personnes qui n'ont pas très faim aussi. Par exemple, un yaourt nature ou bien un fromage frais dans lequel on va mettre des flocons d'avoine, des fruits frais, des fruits secs. Et c'est tout aussi nourrissant. Donc, c'est bien riche et puis la digestion se fait tout doucement. Donc, ils vont quand même avoir une sensation de satiété assez intéressante. Très bien, on va passer à la question de Cédali. Donc, manger les fruits avant les repas, est-ce que c'est mieux? Prendre toujours des hors d'œuvre avant les repas, parlez-nous du rôle du vinaigre dans la digestion. Il a 3 questions, Cédali. Et boire de l'eau en mangeant bon ou mauvais? Alors, pour les fruits et les légumes, bon, les crudités, il est préférable de les consommer en fin de repas. Donc, si on veut manger une salade, vaut mieux la prendre en fin de repas parce que c'est quand même, c'est des crudités, ça met un peu plus de temps et donc la digestion va se faire de meilleure façon. Pour les fruits, alors je vous conseille de préférence parce que les fruits, c'est encore des fibres et des sucres. Donc souvent, si on mange le tout à la fois, ça va encore ralentir notre digestion. Donc il est préférable de consommer les fruits plutôt pendant la soirée. Hadi, pour la première question. La seconde question, c'était laquelle, s'il vous plaît, rappelez-moi. Je vous ai mis la question, elle est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je veux quand même vous la lire. Oui, Prendre c'est toujours des petit. hors d'œuvre, ça c'est dit. Le rôle du Oui. vinaigre dans la digestion et Ah, boire de l'eau en mangeant bon ou mauvais. d'accord. Alors pour le vinaigre, il n'y a pas, y a pas vraiment de souci, hein. On utilise des petites quantités qu'on mélange avec de l'huile d'olive ou bien on utilise du citron, il n'y a pas de souci, hein. Les malades qui éprouvent des soucis ont souvent une inflammation déjà existante au niveau de l'estomac. Donc le problème est ailleurs réellement, hein. Mais sinon, il n'y a pas de problème pour le vinaigre. Pour l'eau aussi, c'est une très bonne question parce que on ne va pas remplir un estomac vide avec un verre rempli d'eau. Et puis, on va prendre encore une soupe ou bien de la shorba qui contient encore des liquides. Et donc, on va gonfler rapidement notre estomac. Donc, ce qui est préférable, c'est de prendre 2-3 gorgées au moment du stool parce qu'on a automatiquement soif. Et puis, s'hydrater plutôt pendant la soirée. Donc, les fruits et l'eau, vaut mieux les consommer en soirée. Très bien. Quand il parle de vinaigre, peut-être qu'il parle de vinaigre de cidre, car on sait que parfois on conseille de mettre du vinaigre de cidre dans de l'eau tiède et le prendre avant les repas. C'est peut-être, ça facilite la digestion, c'est peut-être ce qu'il voulait dire.
Oui, ça booste le métabolisme. Ça, c'est surtout pour les gens qui veulent maigrir, mais dans le fond, c'est booster le métabolisme. Donc, on va l'aider à mieux travailler. Non, il y a aucun souci, hein, il y a aucun souci, mais il faut pas prendre une grande quantité d'eau par contre, mais on peut renouveler ça pendant la soirée et avant de reprendre le jeûne aussi. C'est On passe tout de à suite. consommer avant chaque repas. On passe à la question de Kamel. Vous allez m'aider, docteur. Je vous mets la question juste en bas et vous m'aidez par rapport au Alors, terme. stéatose hépatique et ramadan. Et Ramadan. Alors, stéatose Vous pouvez hépatique, donc nous pour dire ce définir que un c'est en peu, arabe, peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? c'est tout simplement le kibda, les tchahama, c'est les personnes qui ont un excès de graisse et donc c'est de la graisse qui va enrober notre foie. Quand on dit terme stéatose hépatique, ça veut dire il y a juste du gras qui entoure le foie, mais ça n'interfère pas sur la fonction hépatique, hein, parce que ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'on parle plutôt d'une stéatohépatite. Ça veut dire c'est du gras qui a entraîné de l'inflammation au niveau du foie. Voilà. Mais en matière de stéatose hépatique, le jeûne, c'est au contraire, c'est une bonne occasion pour pouvoir perdre un peu ce gras-là, qui est très difficile d'ailleurs à brûler. Il faut un peu faire des efforts. Il faut manger surtout sainement et associer une activité. Au moins une marche de 30 minutes quotidiennement sera l'idéal. Alors, je souris car j'ai une question de Abdallah qui n'est pas trop dans votre spécialité, mais essayez d'y répondre si vous pouvez le faire. عندي مشكل في رمضان نرقد بزاف من الفجر حتى غروب الشمس واش هو الحل؟ Eh ben, il faudra qu'il se réveille, il faut tenir Bekri un jour et inverser un peu le rythme, hein. Mais Hadi, c'est plus une habitude. Beaucoup font ça, hein. Il doit pas travailler par contre, hein. C'est pour ça, hein. Il doit être étudiant ou voilà, il a le temps, il a la chance un peu de dormir, mais réellement, ça ne pose pas de problème, hein. C'est-à-dire, il suffit qu'il se décide, il va changer ses habitudes, hein. Si on veille jusqu'au petit matin, c'est normal, on va dormir toute la journée, hein. Est-ce que c'est mauvais déjà de dormir si on prend un suhour assez copieux et qu'on dort حتى المغرب? Ben, écoutez, il y a des personnes qui mangent et qui n'ont aucun souci, donc on va pas interdire tout à tout le monde non plus, hein. Les gens qui sont malades doivent faire des efforts, mais ceux qui ne posent pas de problème, on va pas non plus leur demander de fournir des efforts supplémentaires alors qu'ils sont pas vraiment utiles, hein. Il faut quand même rester large, hein. Voilà. Mais Très bien. Abdallah, s'il veut changer, Wake up. c'est des habitudes qu'il faut plutôt changer, hein, voilà. Alors, on passe à la question de Sonia. Sonia qui vous demande. Non, c'est pas la bonne question de Sonia que j'ai postée, mais c'est pas grave, on va parler de ça. Quelle est la composition idéale d'un repas de rupture de jeûne pour des personnes ayant des problèmes de digestion? Alors, l'idéal, on peut prendre par exemple un fruit, comme des dattes, comme de la banane. On ne va pas prendre beaucoup de liquide, on reste toujours dans l'idée de prendre juste quelques gorgées. Et puis, si on a des soucis de digestion, par contre, moi, je ne recommande pas de manger la shorba tous les jours avec la tomate concentrée, les épices qu'il y a dedans. C'est un peu, et c'est gras aussi, donc vaut mieux se retourner plutôt vers tout ce qui est un peu soupe veloutée de légumes, où c'est beaucoup plus simple à digérer et ça donne moins de soucis. Et on a toujours le droit de prendre un morceau de pain. Si on est fan de bourrec, autant changer le mode de cuisson. Au lieu de passer par la friture, on va les faire cuire au four. Finir avec une salade et puis si on a de l'appétit, bien sûr, manger un plat qui est composé de protéines, c'est-à-dire de viande, de poisson, de poulet, accompagné de légumes à cuisson qui cuit dans une sauce au four. Ça, c'est au choix, hein. Voilà, on reste dans l'assiette Alors, équilibrée, hein. autre question de Sonia. Pour les problèmes de côlon, on connaît l'importance des probiotiques. Faut-il privilégier la consommation de yaourt, petit lait ou camembert pendant le ramadan?
Alors, il faut dire que les probiotiques dans nos produits laitiers, je ne sais pas hein, si ça donne réellement, je ne sais pas. Moi, personnellement, quand un malade, je vois que sa digestion, elle est très perturbée et qu'un traitement symptomatique ainsi que certaines règles d'hygiène ne suffisent pas. Dans ce cas-là, je donne plutôt des probiotiques sous forme orale, hein, directement, que de passer par le petit lait parce que c'est toujours un peu mal façonné, surtout si on l'achète chez le ben du quartier. Par moment, il rajoute de la levure, donc c'est pas très recommandé. Hein, c'est pas très recommandé. S'il y a réellement nécessité, c'est au médecin d'en juger. Et puis il y a une panoplie de microbiotes qu'on peut ingérer oralement normalement. Et dernière Voilà. question de Sonia, toujours Sonia qui est à fond. Hein. Donc, les cures diététiques et naturelles sont-elles recommandées? C'est-à-dire cure diététique et naturelle. C'est large comme question. Je ne comprends pas tout à fait le sens. Peut-être, C'est-à-dire moi je comprendrais que ça parle les de gens qui détox, sont des cures détox et tout ça. C'est ce qui est in en ce moment. bon, la détox, on peut la faire pendant 7 jours, mais pas plus, hein, pas plus. Hein. Il faut continuer à manger sainement. C'est-à-dire, on ne va pas éliminer les protéines, on ne peut pas éliminer aussi tout ce qui est féculent, le pain, le riz, les pâtes. Beaucoup de malades font ça, alors que c'est notre source d'énergie. Hein. On a besoin de sucre pour produire de l'énergie et être en forme. Les légumes, il faut en manger. Là, vraiment, là, il n'y a pas de modération. On en mange à notre appétit. Mais sinon, on ne va pas supprimer des choses. Hein. Même le gras, vaut mieux aller vers tout ce qui est gras sain, riche en oméga 3, ou bien en huile d'olive, consommer de l'avocat, consommer des noix. C'est-à-dire, il faut toujours une source de gras parce que pour notre Du bon organisme, ce gras. sont des éléments essentiels. Voilà, donc on ne peut pas les supprimer. Mais si par exemple on fait une détox, là où on va être vraiment très light, il ne faut pas dépasser les 5-7 jours, hein, parce que sinon c'est pas adapté à notre corps et ça devient néfaste dans ce cas-là. Question de Saïd cette fois-ci. Saïd qui vous demande, le ramadan est-il conseillé, déconseillé aux personnes qui ont eu recours à la pose d'un anneau gastrique afin de perdre du poids? Non, non, parce que pour eux, c'est plus… bon, la seule condition, c'est de continuer à utiliser un inhibiteur de la pompe à protons parce que comme il y a toujours cette sécrétion gastrique qui va déranger. Donc, il faut protéger son estomac. Mais sinon, c'est des malades à qui on réduit automatiquement leur ration alimentaire. C'est pas souvent suivi. Donc, il faut juste respecter les quantités nécessaires. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Dès qu'on réduit un peu la taille de l'estomac, la digestion, elle devient beaucoup plus rapide et la venue du sucre peut entraîner des malaises, des douleurs. Ça peut être vraiment très mal ressenti. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut gérer. Alors, Mais sinon, en Nordine qui vous quantité demande, jeune, il n'y a pas de souci. Oui. Nordine qui vous demande comment faire pour éviter les reflux gastriques durant le ramadan. Que conseillez-vous comme pansement gastrique? Alors, la question du reflux, oui, on n'en a pas parlé. Alors, il faut savoir que déjà, le reflux, c'est quoi? C'est un peu cette sensation de brûlure qu'on ressent après avoir pris un repas. C'est aussi les remontées acides ou carrément alimentaires qu'on ressent parfois jusqu'en bouche. Et donc, c'est un peu aussi secondaire au style alimentaire, c'est-à-dire les gens qui mangent trop sucré, trop gras, vont favoriser un peu plus la sécrétion gastrique et ça va entraîner l'ouverture du sphincter qui est là pour un peu équilibrer les passages des aliments. Donc, le sphincter qui est osogastrique, il va un peu se relâcher et donc ça va favoriser encore plus la remontée de ces aliments et des liquides dans l'œsophage. Donc réellement, il faut un peu jouer sur la qualité des aliments. On revient toujours à ça. Donc manger moins sucré et moins gras et éviter surtout de s'allonger juste après les repas. Idéalement, si on peut marcher, c'est bien parce qu'on va aider un peu.
Ben, sinon, si ça rentre pas dans l'ordre, on peut utiliser un peu les pansements qu'on trouve, les antiacides simples. Mais si le problème persiste quand même, je conseille à Nourdine d'aller consulter, hein. Voilà, c'est-à-dire prendre les médicaments sans conseil médical, parce que parfois on peut avoir du reflux, mais on peut avoir du reflux compliqué qui nécessite quand même une prise en charge bien précise. Donc, quand Si on le a des souci ne reflux se règle gastriques pas, que pendant la période du ramadan, il prend quoi comme pansement? Il prend un pansement ou pas je vous ai dit, d'abord? hein, c'est un peu l'hygiène de vie. Il peut prendre, par exemple, comme le Gaviscon ou autre, qui soulage un peu ce reflux, hein. Mais si le problème ne disparaît pas, je vais pas l'encourager à aller acheter, par exemple, du Lomac ou du Proton en pharmacie. Je vais plutôt l'encourager à consulter pour prendre en charge réellement son souci. Voilà. Alors, on passe à la question de Saïd. Saïd qui vous demande que conseillez-vous à un végétalien pour compenser le manque de protéines animales? Ben, consommer des protéines végétales, hein. Maintenant, c'est beaucoup mieux connu. Tout ce qui est légumineuse, c'est très riche en protéines. Donc, on peut toujours compenser. C'est un style de vie, donc il faut un peu s'adapter. Mais donc maintenant, on peut faire des steaks à base de légumineuses. On en met partout, hein. On en mange. D'ailleurs, c'est recommandé au moins 2 fois par semaine. Pour lui, ça va être un peu plus. D'accord. Question donc de Mohamed. Mohamed qui vous demande, peut-on manger gras pendant le mois sacré? Ben, Mohamed, je pense qu'il n'a pas vraiment suivi parce qu'on a dit on peut manger gras, mais pas trop gras aussi, hein. C'est-à-dire, Et du ça bon dépend gras. quel gras. Du bon gras, voilà, le bon gras, si on consomme des fruits secs comme les noix, les amandes, si on consomme de l'huile d'olive, on a aussi les autres huiles qui sont riches, l'huile de noisette, l'huile de noix. Euh, il y a toute une panoplie qu'on arrive en plus à trouver beaucoup plus facilement à présent. Donc, il y a pas de souci, hein. Mais les fritures, c'est les fritures surtout qui posent problème. Donc, si on en mange de temps en temps, mais pas souvent. On passe tout de suite à la question de Douja. Douja qui vous demande, le levain est-il bon pour la digestion? Alors, normalement, oui. C'est mieux que utiliser la levure boulangère. Moi, personnellement, j'achète que du pain au levain naturel. Oui, certainement, hein. Certainement, la digestion est meilleure vu qu'elle est naturelle et non chimique. Donc, ça ne pose pas de problème. Norden vous demande, quel est l'effet du jeûne sur le système digestif si on mange sainement? Ben, c'est un peu le but même. Donc, je l'encourage vivement à manger sainement, car une alimentation saine va nettoyer notre corps. Souvent, nos récepteurs avec une mauvaise alimentation sont saturés de toxines. Donc, une alimentation saine pendant le mois de Ramadan va libérer tous ces récepteurs et donc on va avoir un meilleur métabolisme et bien sûr, on va réduire tous les risques inflammatoires et toutes les maladies métaboliques, hein. Donc, si on mange sainement, le tube digestif ne peut qu'être content, hein. Il sera tout à fait rythmé, il ne va pas être fatigué et automatiquement, nous, on sera en forme. Donc, c'est à Alors, j'aimerais juste encourager rectifier. vivement. Il y a Mohamed qui nous fait une remontrance. Lisez bien ma question. Alors, c'était par rapport au gras. Il vous avait dit, est-ce qu'on peut manger gras tout le mois de Ramadan? Mais je pense que c'est la même réponse. Oui, j'ai dit, on peut manger de temps en temps gras. Si c'est du bon gras, on peut en consommer en modération, bien sûr, hein, parce que le gras reste gras, hein. Bon ou mauvais, ça reste que du gras. Mais le gras en friture à manger tous les jours, zlabia, qalblouz, voilà, il va venir consulter rapidement, hein. Mais non, on mange pas gras tout le mois, hein. C'est nocif, c'est nocif. C'est pas bon. Alors, question de Sidali. Prendre des soupes pimentées de temps en temps, est-ce que c'est bon ou mauvais? Alors, tout Épicé. dépend de ce piment.
Ça dépend du piment, hein. Si on utilise des piments naturels, ils sont connus pour être protecteurs. Et puis, si on est habitué réellement à manger pimenté, ça va pas nous poser problème, hein. Le seul truc, le piment, il a un peu un effet laxatif, donc on peut avoir un transit un peu accéléré. Mais sinon, si on est habitué, ça ne pose pas de problème, hein. Alors, il y a encore Mohamed qui revient à la charge. Que j'ai dit, est-ce qu'on peut ne pas manger gras tout le long de Ramadan? Ne pas manger gras. D'accord, bah oui, c'est ce qu'on est en train de dire, hein. On peut ne pas manger gras du tout, hein. Voilà, hein. Plus on évite le gras, mieux c'est, mais ça dépend, hein. Mieux c'est. Le bon gras, je vous ai dit, c'est utile à à nos cellules. Voilà. Donc, s'il veut être en parfaite santé, il est obligé de consommer quand même un peu de gras, hein. Voilà. Quitte à prendre une cuillère d'huile d'olive, ça va pas le tuer. Alors, Fela vous demande un bon suhour pour les enfants de 7 ans jusqu'à 14 ans. Un bon jour, il faut leur donner des sucres lents. Ils peuvent prendre des pâtes, ils peuvent prendre du pain. Il faudra leur donner des protéines parce que c'est des enfants qui sont en pleine croissance. Et puis, on leur donne aussi des fruits. Ils peuvent manger de la tomate, ils peuvent manger des carottes râpées. Voilà, tout ce qui est riche en vitamines, protéines et sucres lents. On tourne toujours autour de ça. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. On n'a pas autant de monde que tout à l'heure quand on a un petit problème technique, comme vous le savez. Mais docteur, s'il vous plaît, pour peut-être clôturer ce débat, on est déjà à 40 minutes. Quelles sont vos recommandations et quelles sont les choses que peut-être nous n'avons pas abordées, sur lesquelles vous voudriez mettre l'accent? N'hésitez pas à le faire. Au fait, je voudrais leur dire de profiter de ce mois parce que c'est une bonne occasion. C'est quand même un mois complet où on peut faire des efforts, mais dans le bon sens. On va avoir, s'il y a moyen de faire une petite activité, pour les plus courageux, faire un peu de sport. Pour ça, c'est les gens qui font le sport soit tôt le matin, soit juste avant la rupture du jeûne. Il y en a encore plus qui arrivent à faire du sport après la rupture. Il faut manger équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, mais savoir quand même se faire plaisir. On va pas être quand même, il faut pas être extrémiste, hein. Il faut toujours savoir modérer la chose. Donc se faire plaisir, se faire des petits repas. Si on a faim, on peut toujours rajouter un deuxième repas en soirée. Et puis, pour les gens qui n'y arrivent pas, qui ont des soucis digestifs, il ne faut pas rater le moment du suhour qui est très important parce que des intestins qui sont un peu déjà qui fonctionnent mal et qu'on laisse longtemps sans aliments vont encore se ballonner parce que la flore intestinale elle est perturbée donc elle va produire plus de gaz et on sera plus gêné. Donc en gros, il faut juste prendre tous ces conseils en main et puis savoir se modérer. Mais sinon, il n'y a pas réellement d'interdit et j'aime pas l'interdit, hein. Très bien, merci beaucoup, docteur Rim Melibout. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gastro-entérologie.